Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe en 1969? Tommy Ungerer, qui a quand même une partie de son travail, c'est un travail qu'il fait pour lui, pour son propre plaisir, il commence à réaliser des livres érotiques. Alors, son premier livre érotique s'appelle Fornicon. Là, vous voyez des images. C'est dessiné avec un style très froid. C'est une parodie, c'est quand même à la fin un livre un peu satirique et érotique. Une parodie de la mécanisation dans la sexualité. Non, c'est un peu comme du dessin de machine, en quelque sorte. Alors, le livre, il faut pas se tromper, hein. Ça, c'était des livres que c'était pas possible d'aller dans n'importe quelle librairie et le trouver. Il n'était pas distribué, vraiment. C'était une petite maison d'édition qu'il avait fait à l'époque, peut-être 1000 exemplaires, je ne sais pas, mais des très petits tirages. On les trouvait à quelques petites euh, librairies un peu non, indépendantes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un jour, il y a une très importante réunion des bibliothécaires américains. Alors, le marché des bibliothèques, c'est un marché important pour les dessinateurs de livres jeunesse aux États-Unis, car c'est une partie des achats qui va changer beaucoup, non, la notoriété ou pas d'un auteur. Et Ungar, il était quand même très respecté. Et là, il avait été invité à présenter probablement ses nouveaux livres ou à faire une déclaration, à parler. Ce qui se passe, c'est que pendant qu'il parle, quelqu'un lève la main et il dit, mais monsieur Ungerer, mais vous n'avez pas honte de faire des livres jeunesse alors que vous êtes un pornographe? Et Tommy Ungerer, il s'énerve, et devant une foule de bibliothécaires qui viennent de tous les pays des États-Unis, non pas seulement la très moderne New York, mais aussi imaginez les autres endroits un peu plus provinciaux, il dit, my friend, if you don't fuck, you don't make children, and you don't make children's book. So, mon cher, si tu baises pas, tu fais pas les enfants, et s'il y a plus d'enfants, il n'y a pas de livre pour enfants. Bon, il n'a pas été bien prise, la blague, et les bibliothécaires ont arrêté d'acheter ces livres. Et ils ont retiré tous les livres qu'il avait déjà publiés pour les enfants des bibliothèques. Donc, il y a vraiment une espèce de disparition de son catalogue des bibliothèques des États-Unis. Alors, il a encore publié quelques livres jeunesse, mais 2 ou 3 ans après, il a complètement arrêté parce que vraiment, ça marchait plus. Pourtant, c'est dommage parce qu'il était rentré dans une nouvelle phase dont probablement les plus beaux livres de la dernière phase sont Le Chapeau volant où il commence à réaliser la couleur sur la papier calque d'architecte. C'est un papier calque très épais. Et ça donne un fond assez intéressant, un peu gris aux couleurs. Mais c'est très pratique pour un gars qui a toujours le souci d'aller vite. Oui, c'est vraiment un truc, il y pense beaucoup. Voilà, ça c'est un des livres plus beaux comme histoire. Et après, son préféré, que c'est Papansky. Papansky, c'est une histoire c'est une collection de histoires nonsense. Vous voyez comment on faisait à l'époque le trait sur un calque, la couleur sur l'autre calque. Donc, ça, c'est ces derniers, et après, il partira pour la Nouvelle-Écosse. Alors, il y a une chose à dire sur cette époque. Attendez, je cherche l'image. C'est à la fin des années 70 qu'il commence aussi à faire des affiches politiques contre la guerre au Vietnam, qui était quand même le grand sujet. Alors quand les affiches politiques étaient vendues, surtout dans les milieux universitaires, ils lui ont valu un peu une réputation de gauchiste. Et en plus, il y a des autres choses dont il faut tenir compte. C'est que, il était européen. La même chose. Donc déjà, à la fin des années 50 et dans les années 60, quand même, il te regardait un peu de près si tu étais européen à New York. A B, il avait une air pas trop... vous avez vu la photo, je veux dire, avec la barbe, comme Dionys. Bon, Dionys, c'était un peu bizarre comme type. Après, il fréquentait les Noirs, il fréquentait les militants politiques, et il y avait eu un épisode un peu bizarre quand on revue, je crois, à Newsweek,
il voulait l'envoyer en Chine parce que les Américains ne pouvaient pas aller en Chine à l'époque. Mais lui, comme il était français, il pouvait aller en Chine et faire un reportage dessiné pour la revue. Alors, non, ils l'ont envoyé, il devait passer à Paris pour faire le visa et aller ensuite en Chine. Mais quand il est arrivé à Paris, le gouvernement américain, vraiment l'FBI, ils ont appelé et ils lui ont dit si vous mettez pied en Chine, vous revenez plus aux États-Unis. Donc lui, il a fait dietro front, il a pris un autre avion, il est revenu à New York, et à New York, il y avait l'FBI qui l'attendait. Donc ils l'ont pris, mais vraiment, ils l'ont pris en deux, un type d'un côté et l'autre de l'autre. Ils l'ont amené dans un bâtiment gouvernatif, ils l'ont fait l'interrogatoire. Et depuis, il avait le téléphone sous contrôle, il ouvrait ses lettres, bon, tu vois, il y avait ce genre de problème. Donc, il était fatigué de New York, à un moment. Alors, il a quitté la ville et il allait s'installer en Nouvelle-Écosse. Alors, si vous n'êtes pas pratique comme moi de la Nouvelle-Écosse et du Canada rural, c'est vraiment un des endroits les plus abandonnés du Canada. Je dis, c'est un endroit vraiment sauvage, la Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, peut-être a changé, mais dans les années 70, c'était vraiment un endroit où il n'y avait rien. Donc, il va là-bas et s'achète une maison énorme, une ferme, comme ça, avec sa femme, je crois que c'est sa troisième et c'est la femme de toute sa vie, en fait. Car après, il n'a plus d'autres histoires. C'est une femme il dit dans les entretiens qu'un jour, il a rencontré dans le métro. Ils se sont regardés, ils sont tombés amoureux, ils sont mariés. Quelques temps après, ils sont allés vivre en Nouvelle-Écosse. Alors, il part là-bas et il découvre que les gens sont tous des ivrognes. Il achète la maison sur un coup de tête. Les gens sont tous des ivrognes. Il y a des meurtres tout le temps. La police n'enquête même pas parce que la société est tellement en décadence là-bas que on laisse courir tout. Il y a des incendies un peu bizarres qui se passent dans les maisons. Donc il y a plein de maisons abandonnées, d'objets abandonnés partout. Et le shérif de la police de l'endroit lui dit, oui, tu sais, ici, il faut être armé. Tu peux pas penser d'avoir une maison ici et ne pas avoir tiré avec le fusil. Là, si quelqu'un s'approche, il faut tirer. Il faut tirer avant. Après, tu demandes qui est le type. Donc, il se retrouve là. Mais il y a ce gros problème de la bouffe. Il n'y a pas, la bouffe est dégueulasse. La viande est dégueulasse. Donc, il se met dans la tête de devenir, lui et sa femme, boucher. Ils font la ferme, ils commencent à faire les animaux, et peu à peu, les deux, vraiment, il apprend à gérer toute cette vie de boucher. Donc, il va raconter dans un livre qui s'appelle Nos années de boucherie. Alors, ça, c'est un truc. C'est vraiment formidable, cette histoire de la boucherie. Bon, moi, je l'aurais pas fait parce que je suis pas quelqu'un qui se met à tuer les animaux. Ben, c'est aussi une autre époque. Mais, c'est vraiment l'énergie et la capacité de se débrouiller. Au-delà du fait d'être artiste ou pas. Il a une mentalité, un guerrier, pour laquelle il pense qu'on peut apprendre les choses. Il n'arrête jamais d'apprendre. Même quand il est plus âgé, il continue de se voir comme quelqu'un qui peut encore apprendre de nouvelles choses. Donc, pas seulement dans le domaine de l'art, mais vraiment dans le domaine, comme ça, de la ferme. Parce que là, pendant cette période, il a fait pratiquement le fermier. Après, évidemment, il a dessiné. C'est une époque un peu plus sombre pour lui, parce que son idée de la société se détériore. C'est aussi la fin des années 70 qui arrive, et avec la fin des années 70, les idéaux des années 60 sont devenus un peu vétustes, sont vieux. Et il fait un livre, que c'est son livre de satire le plus violent, qui s'appelle Babylone, qui est réalisé avec une technique au crayon gras qui rappelle les lithographies de Daumier. Livre qui est pas très apprécié par les amateurs d'Ungerer, car le dessin a une espèce de, comment dire, qualité sur la chair, non, il y a quelque chose de dégueulasse dans le dessin. Mais c'est vraiment très juste sur le propos. C'est le dessin idéal pour ce genre d'image. Donc, c'est un livre que moi, j'ai regardé beaucoup pour curiosité, surtout, pour comprendre, mais c'est un livre désespérant, vraiment, dans ce qu'il dit sur le monde. C'est aussi l'époque où il commence, d'un côté, un nouveau travail sur le paysage,
qui fait en partant des Polaroids qu'il fait. Il se balade avec la voiture, il trouve les choses les plus abandonnées, cassées, paumées, il fait les Polaroids, il rentre chez lui et il fait des gros dessins. Ça, c'est des gros dessins, on peut les voir au musée Tommy Ungerer à Strasbourg. Et ces dessins, je crois que c'est du crayon en général avec peut-être des interventions d'aquarelle ou d'encre colorisée, il faudrait voir. Mais c'est des dessins très beaux, très grands. Et après, c'est lié à cette réflexion sur le paysage décadente, donc en quelque sorte une réflexion déjà sur la mort, il commence cette série d'images qui va collecter dans Rigor Mortis, un livre de même année de livre des paysages, que c'est vraiment l'énième livre des dessinateurs sur les sujets incontournables. Parce que si vous regardez l'histoire du dessin, les maîtres se sont toujours confrontés à la mort, à la sexualité. Ce sont les grands centres sur lesquels tôt ou tard un dessinateur généralement va voir qu'est-ce qu'il peut être là. Pas tous carrément, mais quand même il y a un type de dessinateur qui va. Alors Ungerer, il y allait avec force. La pensée de la mort là devient importante dans sa vie. Bon, c'est aussi l'âge qui avance, et après la quarantaine on commence à y penser de façon un peu plus... on comprend ce que c'est en fait, non, ça, on se dit oh là là, je fais moitié de la vie. Ben, regardez ces dessins, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Et là, il décide à cette époque, lui et sa femme, d'avoir des enfants, et vu que l'endroit est trop sauvage, il quitte la Nouvelle-Écosse pour retourner en Europe. Ils vont se faire une nouvelle maison, encore une fois en ferme, encore une fois devant la mer, car Ungerer n'a plus vécu dans des endroits où il n'y avait pas la mer, que c'est une des choses qui retiennent indispensables pour sa santé mentale, voir la mer. Et ils sont allés en Irlande, dans encore une fois un endroit assez éloigné des villes. Il aime la tranquillité. Et là, il a continué son travail en faisant beaucoup d'illustrations pour les livres aussi écrits des autres. Il s'est engagé en politique pour l'amitié franco-allemande, que je vous rappelle n'était pas évidente à l'époque. Donc il a beaucoup travaillé pour ça en tant qu'Alsacien, donc en tant qu'homme des deux mondes, c'était la situation idéale pour faire porte-parole de ce désir. Il a beaucoup opéré pour la communauté européenne, le projet initial de la communauté européenne. Et en 1999, ils reviennent à l'illustration jeunesse avec Otto, l'histoire d'un ourson en peluche qui témoigne les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il va redémarrer une carrière dans le livre jeunesse en faisant des livres qui sont pas mal du tout. Mais évidemment, le dessin probablement a changé de technique. Là, il fait avec le crayon, c'est un peu moins fort. Mais là, c'est surtout l'écriture qui devient riche, courageuse, complexe, stratifiée. Il ne se contente plus de la petite idée comme ça. Il essaye de parler de sujets qui lui tient vraiment à cœur. Et ça sera la dernière phase de son travail, car Ungerer meurt à 87 ans en Irlande, en laissant une quantité de livres énorme et un musée à Strasbourg que je vous invite à visiter quand vous en aurez l'occasion, car c'est un musée magnifique qui a même eu la belle idée de rendre disponible online leur collection. Donc si vous allez sur le site du musée, vous pouvez voir une grande partie des dessins de Tommy Ungerer photographiés et publiés, accessibles au public. Pour aujourd'hui c'est tout, encore merci et à la prochaine fois. Ciao!